Bonjour mes amis, ça fait longtemps qu'on n'avait rien fait sur cette chaîne Historia versus Memoria, Histoire versus Mémoire. Écoutez, j'en profite pour vous souhaiter avec un retard une joyeuse nouvelle année, puisque c'est notre premier enregistrement de l'année 2024. Donc, je voulais faire un petit podcast pour vous toucher deux ou trois mots sur les sources indigènes dont on ne parle que très très rarement. On croit toujours que les seules sources qui sont à disposition sont celles écrites par les chronistes espagnols qui, bien entendu, vont chercher à donner la meilleure image d'eux-mêmes, mais c'est pas du tout ça en fait. C'est absolument faux. Et pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a des chroniques écrites par les indigènes, et deuxièmement parce que les Espagnols ne sont pas aussi simples d'esprit que ça, et au contraire ont rédigé des chroniques qui sont très très intéressantes et qui parlent également de l'autre et pas uniquement d'eux-mêmes. Alors, il s'agit donc de mon livre Los Últimos Días del Imperio Azteca, les derniers jours de l'Empire aztèque, publié en espagnol aux éditions Almuzara. Ça a été fait au mois de novembre. Ça n'existe toujours pas en français, mais je suppose que ça viendra tôt ou tard. Et je vais vous parler de deux ou trois sources, pas simplement indigènes, parce qu'il y a des sources espagnoles, mais qui sont un trésor du point de vue des coutumes indigènes. Donc la première source que j'utilise d'ailleurs énormément dans mon livre, c'est le lienzo de Tlaxcala, qu'on pourrait traduire par la tapisserie de Tlaxcala, en faisant peut-être un parallélisme avec la tapisserie de Bayeux, qui narre l'invasion, les aventures de Guillaume le Conquérant en Angleterre, de la bataille de Hastings. Eh bien, les Tlaxcaltèques ont fait la même chose. Ils ont produit cette tapisserie en 1552, donc nous sommes au milieu du XVIe siècle, pour narrer leur guerre contre les Aztèques. Voilà, alors je suppose qu'il y a déjà certains qui s'interrogent, parce qu'on a toujours été habitué à croire que c'est Cortés qui est arrivé et qui a fait la guerre contre les Aztèques. Mais écoutez, il suffit simplement de rappeler certains chiffres. Cortés était accompagné de moins de 1000 hommes au moment de l'assaut de Tenochtitlan, la capitale des Aztèques. D'ailleurs, on devrait dire Mexicas pour être exact. Hein, et bon. Euh, mais il possédait une armée de plus de 150 000 Tlaxcaltèques. Donc en fait, l'armée de Cortés n'est pas espagnole, elle est tlaxcaltèque. Il est important de comprendre que Tlaxcala combat les Mexicas ou les Aztèques depuis plus d'un siècle. Donc en fait, ce ne sont pas les Tlaxcaltèques qui sont liés à Cortés. Hein. C'est Cortés qui est venu s'allier à Tlaxcala. Il n'y a pas que Cortés, il y a des tas d'autres cités-États qui se sont alliés à Tlaxcala pour créer une immense coalition pour combattre les Aztèques. Donc voilà les choses déjà remises un petit peu dans leur place, à leur place. Donc il y a ce lienzo de Tlaxcala, cette tapisserie de Tlaxcala rédigée au milieu du XVIe siècle. Il y a aussi des chroniques écrites par des princes tlaxcaltèques qui, en se convertissant au christianisme, ont pris un nom chrétien, un nom de baptême. Il y en a un qui s'appelle Diego Muñoz y Camargo, qui a écrit un peu plus tard, donc aux alentours de 1580, une chronique de l'histoire de Tlaxcala et qui parle avec horreur des sacrifices faits par les Aztèques, ce qui nous fait un peu sourire parce qu'en fait, cette question de sacrifice humain était pratiquée par tout le monde et pas simplement les Aztèques. Et il y a un autre aspect dont on ne parlera pas ici, on en parlera dans un autre podcast, qui est la question du cannibalisme ou de l'anthropophagie religieuse. Tout le monde en Amérique centrale pratiquait l'anthropophagie. On a des tas de traces même en Colombie. Donc ce n'est pas que les Aztèques, mais c'est un aspect dont on ne parle que très peu, parce que c'est très tabou, c'est très gênant. Donc voilà, je vous ai cité le lienzo de Tlaxcala, l'histoire de Tlaxcala de Diego Muñoz y Camargo, qui est un prince tlaxcaltèque, mais il y a également probablement la source la plus importante euh, pour connaître les us et coutumes
pas simplement des Aztèques, hein, mais de tous les indigènes de la région. Je parle bien entendu de l'histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne. Le titre c'est Historia General de las Cosas de la Nueva España, rédigé par Bernardino de Sahagún, qui était un prêtre, qui a passé 50 ans. Il a passé 50 ans à travailler. Alors comment est-ce qu'il a fait? Il a appris la langue, hein, comme pas mal d'ailleurs de religieux espagnols. Ils apprennent le nahuatl pour évidemment mieux évangéliser les masses. Et lui, ce qu'il a fait, c'est un peu un travail de sociologue. Il a passé 50 ans de sa vie à interviewer des tas d'indigènes, pas simplement aztèques, mais de toutes les tribus. Et il a écrit 12 volumes. Donc c'est vraiment une œuvre mais majeure, fondamentale pour comprendre ce monde-là. Et cette œuvre a longtemps été connue comme le Codex de Florence, parce qu'on l'a retrouvée dans la bibliothèque de Laurent de Médicis, enfin qui appartenait dans le temps à Laurent de Médicis, à Florence. Voilà. Et je finirai quand même, parce que je vois déjà que j'ai fait 6 minutes, je finirai par une autre chronique très très courte qui s'appelle Naufragios, Naufrage, écrite par un Espagnol, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, tête de vache, hein, c'était son surnom. Et il fait partie de une de ces nombreuses expéditions qui en fait ont échoué, parce qu'on croit que ce qu'a fait Cortés ou ce qu'a fait Pizarro c'était la règle, pas du tout, c'était l'exception. Il y a une demi-douzaine d'expéditions militaires, plus importantes que celles de Cortés, qui ont été montées et envoyées en Floride et qui toutes ont été exterminées. Lui, il a survécu. Et il a, à partir de la Floride, il a passé 8 ans. Il était capturé par plusieurs tribus indiennes, puis esclave, et puis il arrive à s'enfuir. Il a passé 8 ans à parcourir 3000 km pour de la Floride, contourner complètement le golfe du Mexique et arriver de nouveau à la capitale, à Mexico. Et pendant tout ce trajet, en fait, il est passé d'une culture à l'autre. Il est devenu une espèce de chaman qui, après quelques années, était extrêmement respecté par des tas d'Indiens qui l'accompagnaient constamment. Donc voilà comment est-ce que, en fait, on est très très loin de l'image dichotomique entre les Espagnols et les indigènes. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à aller faire un tour sur